Avec Jardiland, transformez un arbre en moment de détente. De nouveaux gestes en bonnes habitudes. Et un conseil en inspiration. Jardiland, cultivez votre bien-être. Neudorf, le plaisir du jardinage responsable. Bonjour à tous et très bienvenue dans ce nouveau numéro de Découverte Jardin, l'émission exclusive de News Jardin TV. Je vous propose de passer l'intégralité de cette émission tournée dans la deuxième semaine de mai, dans un endroit exceptionnel, une propriété privée fabuleuse, un jardin comme on en rêve tous. Alors, bon voyage dans l'univers végétal fabuleux du Moulin de la Souloire. Eh bien voilà, ma jardinière préférée, après Nicole, bien sûr. Bonjour Marie-Jo. Bonjour Patrick. Toujours au boulot. Oui, tu sais que ma passion c'est le jardin. Ah, ça je le sais, mais bon, quand on voit ça, évidemment, on se demande comment tu fais pour tout ça. Et moi j'aimerais bien que tu nous racontes l'histoire de la Souloire, parce que c'est un endroit merveilleux. Ça fait combien d'années que tu travailles sur la Souloire? Alors, 62 ans. Tu as commencé par quoi ici? C'est vrai qu'au début, c'était complètement inculte. Il y avait même des arbres qui bouchaient la porte d'entrée. On a commencé par couper pour rentrer dans la maison, des sureaux, des cochonneries, les ronces en particulier, puis des choses comme ça. Il y avait déjà le ruisseau, par exemple? Oui, ah oui. Et c'est ça la Souloire? Et voilà, la Souloire, qui est le ruisseau qui longe l'allée, a donné le nom au moulin et à la maison, au lieu. Et le moulin, il servait de moulin? Oui, ah oui, il y a eu de la farine jusqu'au début des années 1900. Et moi, j'arrive là en 56. Quand j'ai vu ce lieu, je me suis dit, mais c'est trop merveilleux ici. Je vais en faire un paradis. Tu avais déjà une vision de ce que j'allais pouvoir en sortir. En faire. Tu n'avais pas la connaissance botanique ni végétale d'aujourd'hui. Du tout, rien. Ben non, tu sais, j'avais 19 ans exactement, donc j'avais pas fait d'études botaniques jamais, mais avec maman. Le sens de la terre. Ah oui. Ah ouais, ça, puis je suis une terrienne, tu le sais. Regarde mes mains, bon. Et maman nous avait toujours donné le goût du jardin. Maman nous apprenait à jardiner, on désherbait, on plantait, on repiquait, on arrosait, on adorait ça tous, et puis c'était fabuleux. Alors quand je suis arrivée ici, oh là 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 là! Et qu'est-ce que tu as planté en premier? J'ai toujours beaucoup aimé les glycines, et c'est peut-être cette glycine blanche qui est là derrière. Cette merveille là qui est derrière, là, oui, sur l'arbre de Judée. Elle est partie fougueuse comme moi, escalader les arbres, et après, alors là, ça a été beaucoup d'autres glycines, mais je crois que ça a été quand même dans les grands arbres qu'on voit, les grands peupliers, tout cela, c'est des choses d'origine, ça. Alors, sur l'après de l'étang, non, il n'y a que le peuplier. Le Nuphar lutea est un peu envahissant. Oui, c'est le nénuphar, il faut le dire à nos téléspectateurs. C'est une plante qui ressemble à un nénuphar, mais qui fait une petite fleur jaune et puis qui court partout. Prolifère comme pas possible. Et c'est un héron qui me l'a amené. On est assis là, mais c'est une position que tu n'as pas très très souvent, j'ai l'impression. Jardin toute seule. Oui. Jardin toute seule. Oui. Mais alors, tu sais, contrairement à ce que tu crois, j'aime beaucoup venir prendre le café ici ou le thé. Oui, mais c'est juste le service minimum. Ah, mais bien sûr, c'est minimum. Mais alors que dans la Souloire, il y a plein d'endroits magnifiques où on est là pour se reposer, pour se détendre, que pour les visiteurs. Mais c'est fait pour les amis qui veulent admirer un coin de jardin, oui. Et quand on a un grand jardin comme ça, est-ce qu'on se fait un programme de travail, de réalisation? Est-ce qu'il y a des choses absolument chaque jour, tu sais ce que tu dois faire, ou alors c'est l'inspiration du moment? Comme j'aime bien, moi, tondre moi-même tout mon jardin et que je tonds presque tous les jours, en tondant, j'observe ce qui est à faire. Et je me dis, tiens, demain, il faut que j'aille faire ça, que j'arrose ici, que je replante ça.
Il faut que je sois efficace en permanence pour que le jardin soit comme il est. Oui. Sinon, j'aurais une jungle impénétrable. Alors par rapport justement à ce compte qui se dit aujourd'hui, la grande mode du jardin un peu sauvage, toi tu as un jardin, on va dire semi-naturel, parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où tu laisses les fameuses vagabondes dont on parle aujourd'hui Oui, pousser, mais la pelouse, elle est impeccable. c'est une mise en valeur qui est incontournable. Alors, ce n'est pas une pelouse genre table à Il n'y a pas que des billard. graminées. Non, non. Il y a des pâquerettes, pâquerettes, il y a des boutons d'or, il y a des petits trèfles. du trèfle un peu. Mais vu que je tourne au moins une fois par semaine, ça n'est vraiment pas déplaisant. Tu es devenue vraiment une botaniste, on va dire aussi, parce que tu as une connaissance du végétal qui est... C'est grâce à toi, Patrick, aussi pas beaucoup. vraiment. Tu m'as quand même... Je t'ai laissé plonger, et c'est vrai, en Thaïlande, dans un champ de lotus. Ça, c'est mon souvenir, j'aurais jamais dû le faire, parce que vraiment, c'était un peu imprudent. de visiter ces jardins extraordinaires ailleurs m'a aidé à me plonger dans les lectures, mes seules lectures, c'est les jardins, soit des revues, soit des livres de jardin. Mes seuls voyages maintenant, c'est aller voir des jardins ailleurs et je me régale. Et tu as vu ce matin ces gens qui viennent visiter et qui me disent « Mais comment vous retenez tous ces noms ?» Alors, je leur dis « Les amis que vous recevez chez vous, vous savez leur nom. Vous dites jamais « Ah bonjour, machin, truc ou chose. » Non, vous savez, moi, les plantes sont des amis que j'invite dans mon jardin, donc je sais leur nom. Alors, je plante avec beaucoup de soin au départ. Allez, un petit secret de jardinière. Qu'est-ce que tu fais de spécial quand tu plantes ? Un bon trou. Moi, je continue à faire la tradition parce que je trouve plus logique, d'abord, de leur préparer un emplacement pour qu'ils puissent développer les racines. Bien sûr. Facile. J'arrose un bon coup à la plantée et je préfère planter en novembre. Voilà. Planter à l'automne, c'est bien mieux. C'est bien mieux, voilà. Quand j'achète des plantes, j'essaie d'en acheter 2 pour qu'elles ne s'ennuient pas et qu'elles puissent se parler du pays. Regarde l'harmonie qu'il y a même sur la façade, les oiseaux qui ont semé cet arbre de Judée, ce rosier sauvage, la bignone capreolata qui grimpe dans l'arbre de Judée. En fait, tu as des auxiliaires jardiniers à qui tu demandes rien, mais qui font de temps en temps le boulot. Voilà, et qui m'aident à enjoliver l'endroit. Voilà. Ou alors, si ça te plaît pas, tu l'enlèves tout de suite. Ouais, exactement. Je ne suis pas une fana. Ah, il faut pas mettre de rouge ou il faut pas mettre de bleu parce que à côté tu as du rose ou du vert ou je sais pas quoi. Non, non. En général, presque toutes les couleurs, elles arrivent à s'entendre. Mais enfin, il y en a quelques-unes qui s'opposent carrément. Et là, j'essaie d'intervenir aussi et d'éviter. La petite patte de la jardinière, là, quand il le faut. Mais oui, mais sur la pointe des pieds, tu vois. C'est vrai que c'est rarement choquant ou inharmonieux quand c'est naturel. Et donc un jardin, c'est toujours beau. Oui, oui, je suis d'accord. C'est toujours beau. En cette saison, la Souloire est surtout réputée pour ses glycines, dont certains spécimens ont plus de 40 ans. Il y a toute une collection de toutes les couleurs. Ce sera donc notre plante vedette du moment. Et c'est tout de suite. Eau glycine, collier des gouttières chagrines, manteau du parc aux grands escaliers blancs, treilles d'azur, feston d'argent, écrivait Sabine Sicot en 1926. Il s'agissait simplement d'une enfant qui avait été complètement séduite par l'ampleur, la beauté, la générosité de cette plante que les botanistes appellent Wisteria. Alors pourquoi tout cela? Eh bien, nous allons le voir maintenant en détail. La glycine, Wisteria pour les botanistes. Alors pourquoi? Tout simplement pour honorer un professeur de botanique de Pennsylvanie qui s'appelait Gaspard Wister, mais avec l'accent anglais Wester, on a appelé aussi Wistaria, et les deux noms sont autorisés, Wisteria ou Wistaria. Et pourquoi glycine? Eh bien parce que glycos en grec signifie doux, et
La fleur de la glycine exhale un parfum assez vanillé, sucré, miellé, très très doux, d'où ce nom. La glycine appartient à la famille des fabacées, celles que l'on nommait jadis les légumineuses. Et il est vrai que lorsqu'on regarde la fleur de la glycine, elle ressemble exactement à une fleur de petit pois, sauf qu'elle fait de longues grappes, généralement pendantes. Alors, c'est une plante, ou ce sont des plantes, puisqu'il en existe 9 espèces, grimpantes ou plus ou moins, on va dire, sarmenteuses, c'est-à-dire qu'elles sont très souples et surtout volubiles. Elles s'entourent elles-mêmes naturellement autour de leur support et on va voir qu'il y a moyen de distinguer deux des principales espèces uniquement dans la manière dont elles s'enroulent. J'ai ici une liane de glycine du Japon. Vous allez me dire, mais comment savoir que c'est une glycine du Japon? Eh bien tout simplement en regardant dans quel sens elle tourne. Regardez, la tige part vers la gauche et donc elle serpente autour de son support en sinistrors, disent les botanistes, la sinistra étant la gauche. Et si l'on a affaire à une glycine de Chine, eh bien on aura une tige qui va partir vers la droite et on aura donc une dextrors. C'est compliqué, non? Les glycines sont des plantes vraiment très conquérantes, des lianes immenses, vigoureuses, généreuses, qui peuvent atteindre 15-18 mètres de longueur, comme ici à la Souloire où on a des spécimens de 30 à 40 ans. Une glycine, ça vit jusqu'à 100 ans parfois, à condition de la laisser quand même s'exploser, s'épancher. Et regardez comment on les cultive ici, tout simplement en les associant à des arbres. Et là, on a une glycine du Japon qui monte jusqu'à la cime de l'arbre. Voici un autre spécimen de glycine absolument magnifique que l'on appelle souvent dans les jardineries Wisteria venusta, mais dont le nom officiel est Wisteria brachybotris. Alors c'est compliqué comme nom, mais brachy ça veut dire court, et donc ça veut dire brachybotris, une petite grappe d'une quinzaine de centimètres de longueur seulement. Et puis une autre particularité, ici, au milieu de l'étendard de la fleur, eh bien, une petite tache jaune au milieu. Il en existe comme ici des roses, des blanches ou des bleues. Donc rappelez-vous, plus facilement Wisteria venusta. Et regardez cette ampleur, elle nous fait une tonnelle naturelle absolument merveilleuse. La glycine du Japon est beaucoup plus intéressante au niveau ornemental que la glycine de Chine. Pour la bonne raison, c'est que ces grappes qui peuvent atteindre 50 cm de longueur, des grappes vraiment très longues, très gracieuses, apparaissent avant le feuillage. Là, le feuillage commence à se développer seulement, mais on a donc bien cette impression très généreuse de floraison qui peut recouvrir complètement une pergola et avec des nuances de couleurs en fonction des cultivars qui vont du bleu clair, qui est la forme la plus classique, à des bleus violacés plus foncés, et en passant par la très célèbre Wisteria floribunda alba, donc la glycine du Japon à fleurs blanches. Alors, comment cultiver la glycine? Eh bien, quand on voit des spécimens de cette importance, on se rend bien compte qu'il faut un sol quand même déjà profond, riche, nutritif, mais plutôt pas calcaire. La glycine a tendance à avoir son feuillage qui jaunit lorsqu'elle est en sol calcaire. Ça s'appelle une chlorose. Sinon, il n'y a pratiquement rien à faire. Vu la végétation délirante, eh bien, on va aller couper tout cela un petit peu pendant la saison après la floraison, de manière à provoquer des ramifications qui, elles, porteront des fleurs l'année suivante. Voici assurément l'un des cultivars de glycine les plus originaux. On a affaire à Wisteria floribunda, donc une glycine du Japon, Violacea plena, donc elle est violette mais à fleurs doubles. Donc on a moins de parfum mais on a des fleurs en grosses grappes avec plusieurs pétales. C'est d'une beauté sublime et regardez cette ampleur, cette majesté, j'adore. Regardez cette splendeur, la glycine du Japon à fleurs blanches. Je vous invite vraiment à mettre une glycine dans tous les jardins, que ce soit sur une pergola ou comme ici par exemple, dans un arbre, un vieil arbre comme le bel arbre de Judée que vous avez ici. Donc n'oubliez pas, une glycine, ça va devenir énorme, ça peut même vous tuer votre arbre, donc il faudra passer pas mal de coups de sécateur, mais vraiment, vous ne le regretterez pas. Et nous sommes encore qu'au printemps, mais à l'automne, le feuillage va prendre des couleurs absolument merveilleuses.
Connaissez-vous les plantes dont je porte 2 potées là? Je suis sûr, tiens, j'ai entendu là, vous avez dit géranium. Eh bien non, 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 non. Pour les botanistes, cette plante est le pélargonium. Bien sûr, nous les appelons tous aujourd'hui les géraniums. Alors pourquoi? Je vais vous raconter toute cette histoire. Je vais aussi vous raconter comment cultiver cette plante, de préférence au naturel. Ça sera donc notre rubrique jardinage au naturel avec les engrais qu'il faut pour avoir des fleurs tout l'été. Allez, on se géranium. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît, tant qu'à faire au jardin et même sur un balcon ou dans une belle vasque comme cela, on va planter principalement des géraniums. Eh bien oui, j'ai devant moi un géranium, du moins un vrai géranium, celui que les botanistes appellent géranium macrorhizome, alors à grosses racines, qui va nous faire de magnifiques fleurs bleues. C'est ce que l'on appelle aussi un géranium vivace. Il y en a beaucoup d'autres. Et je vais vous en montrer 2 espèces assez originales, tout à fait particulières, avant de rentrer dans le vif du sujet du pélargonium. Donc c'est une autre plante que nous appelons vulgairement le géranium et qui va fleurir à longueur d'été, pratiquement jusqu'au gelée, et qui va nous enchanter tout l'été et jusqu'aux premières gelées de ses 1001 couleurs. Alors, il existe des géraniums sauvages dans nos régions, et notamment l'herbe à Robert, le géranium robertianum. Il est là, avec sa toute petite fleur mignonne comme tout, et surtout, on va pouvoir comprendre pourquoi on donne à la plante ce nom de géranium, parce qu'une fois fécondée, la plante fait un fruit qui fait comme un bec de grue. Et géranium, en grec ancien, veut dire bec de grue. Donc on a ici ce petit bec de grue. Alors c'est une plante très très envahissante. Regardez, il y en a plein par exemple ici. Heureusement, ça s'arrache très facilement. Je vais la retirer, on va en voir tout de suite, regardez. Hop! Et voilà, donc un plant d'herbe à Robert qui avait envahi notre potée. Voilà un autre, donc c'est facile à éliminer sans aucun problème. Et voilà peut-être l'espèce la plus extraordinaire parmi les géraniums, le géranium de Madère, Géranium madéracé bien sûr, qui a un côté arbustif, regardez, qui fait des fleurs assez originales en été et qui bien sûr est un peu frileux. Je me trouve là devant toute une collection de pélargoniums, les fameux géraniums de balcon, et d'ailleurs nous sommes sur une belle terrasse. Pourquoi ce nom donc de pélargonium et surtout pourquoi cette erreur? Eh bien tout simplement parce que cette plante qui est originaire d'Afrique du Sud est arrivée sous forme d'un échantillon un peu desséché au XVIIIe siècle, on était du côté de 1738, et Johannes Burman a créé le genre pélargonium et le célèbre naturaliste suédois Carl von Linné en 1753 a confondu les 2 espèces, enfin pardon, les 2 genres géranium et pélargonium, parce qu'il est vrai que sur les espèces botaniques, pas cela qui sont que des hybrides, il y a des ressemblances, et c'est Louis-Charles, l'héritier de Brutel, qui en 1789 s'est rendu compte qu'il y avait une différence, alors toute petite, c'est au niveau des étamines. Nos pélargoniums ont 5 à 7 étamines, tandis que les véritables géraniums ont 10 étamines. Donc maintenant, on va oublier tout cela. Les pélargoniums, enfin du moins les géraniums à la française, sont de plusieurs sortes, parce qu'il en existe dans la nature plus de 400 espèces. Alors on a le fameux géranium zonal, port dressé, zonal parce que souvent sur la feuille il y a des petites marques particulières. On a le géranium lierre, retombant, très très agréable sur le balcon, beaucoup plus léger, avec des feuilles qui sont plus découpées. Et puis on a des hybrides qui sont assez proches des variétés sauvages, comme celui-ci par exemple, que l'on appelle le pélargonium grandiflorum, donc à grandes fleurs, et qui a des feuilles un peu plus coriaces et surtout des feuilles légèrement odorantes. Là, il sent un peu le citron, il y en a qui sentent la menthe, il y en a qui sentent même le chocolat ou la carotte, et voire la pomme verte. Alors tous ces pélargoniums, on va les cultiver de façon très simple. Quelques conseils, ça fait pas de mal. Les pélargoniums sont des plantes de plein soleil qui résistent très très bien à la sécheresse. Toutefois, si l'on veut une floraison extrêmement abondante et régulière, eh bien il faut les arroser régulièrement et surtout les fertiliser, puisqu'ils sont souvent cultivés dans des pots, des bacs
ou des jardinières et que leur quantité de nourriture disponible est très faible. Donc, avec quoi les nourrir? Eh bien, soit des engrais liquides, soit des engrais en bâtonnets, soit des engrais tout simplement en granulés. Je vais vous présenter tout cela au naturel, bien entendu. L'engrais liquide est certainement la formule la plus simple pour fertiliser vos plantes en pot, en bac ou en jardinière. Cette formule utilisable en agriculture biologique est à base de vinasse de betterave et peut être bien entendu un élément très important pour apporter de la vie dans le sol de vos jardinières. Alors, on va l'utiliser régulièrement à la dose de 10 ml par litre. Là, ici, j'ai un arrosoir de 5 litres, donc on va mettre 2 bouchons et demi, le bouchon faisant 20 ml. On va doser ça bien sérieusement. Alors, un bouchon, voilà, 2 bouchons et demi. Voilà, et maintenant on va touiller quand même notre mélange de manière à bien diluer le produit. Et maintenant on va passer à l'engrais bâtonnet. Fabriqué à base de farine de plumes et de poudre d'os de volaille qui ont été stérilisés, cet engrais en bâtonnet contient aussi des mycorhizes, donc ces champignons microscopiques qui vont se greffer sur les racines pour rendre la plante plus forte et surtout plus résistante à la sécheresse, mais également des micro-organismes qui enrichissent le sol et qui donnent vraiment une fertilisation de haute qualité. C'est un produit qui est utilisable en agriculture biologique et que l'on va utiliser principalement sur les nouvelles potées ou si vous avez acheté comme ici un géranium en jardinerie et que vous voulez le laisser dans son petit pot. Alors le bâtonnet c'est très pratique, on va simplement le planter au bord du pot et ça c'est capital. Donc voilà le petit bâtonnet et on va l'insérer donc au bord du pot, verticalement, en l'enfonçant d'environ 2 cm. Alors sur un pot de 15 cm de diamètre comme celui-ci, on met 2 bâtonnets, donc à l'opposé l'un de l'autre. Donc j'en prends un autre et on va le piquer aussi ici. Voilà. Et maintenant, vous êtes tranquille pour 6 semaines. Au moment du rempotage ou de la plantation, vous avez tout intérêt à incorporer au terreau un petit peu de cet engrais en granulé dont la composition est absolument identique à celle des bâtonnets et qui va permettre d'avoir une sorte de réserve de nourriture. Mais si vous avez des massifs, c'est aussi très très bien et à raison d'une poignée par mètre carré que l'on enfouit par un léger griffage et ainsi vous serez tranquille pour toute la saison. Les plantes méditerranéennes ont le vent en poupe actuellement et dans toutes les régions, on trouve de plus en plus souvent du laurier rose. Fleur extraordinairement généreuse pendant l'été, mais pour obtenir cette floraison, il faut le tailler. Alors on va éliminer bien sûr les anciennes fleurs fanées, mais il faut aussi pratiquer une taille un tout petit peu plus scientifique. Eh bien, vaille que vaille, il n'y a qu'une seule personne pour faire une belle taille. Cette personne s'appelle Jean-Luc Echen. C'est la rubrique La taille en détail et nous allons retrouver tout de suite Jean-Luc dans un jardin méditerranéen. Allez, on y va! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais m'occuper du laurier rose, Nerium oleander. J'ai mis des gants. C'est une plante qui est très toxique dans toutes ses parties. Alors, pourquoi tailler le laurier rose? Tout simplement, il fleurit sur le bois de l'année. Les fleurs se retrouvent à l'extrémité des rameaux et comme la plante est très très vigoureuse, on va les avoir de plus en plus haut au fur et à mesure qu'elle pousse. Je vais commencer par une taille de nettoyage, c'est-à-dire que je vais supprimer les inflorescences et couper les rameaux légèrement en dessous, comme ça, ici, ici. Comme je nettoie la plante, j'en profite aussi pour la pincer, quelques extrémités, de façon à lui garder une jolie forme et bien équilibrée. J'en profite aussi pour conserver la belle forme arrondie du laurier rose. Le laurier rose a une forme naturellement sphérique.
Donc sur le laurier rose, on a des feuilles qui sont disposées par verticille de 3. Donc quand je coupe à plat, mais à chaque aisselle de feuilles, j'ai un petit bourgeon qui va donner une nouvelle pousse. Et voilà ce que ça nous donne. On a 1, 2, 3 départs. Et pour éclaircir la plante, et pour l'alléger, eh ben on va en supprimer 2 sur les 3. Donc après avoir fini la taille de pincement et de nettoyage, j'ai procédé à une taille d'éclaircie où sur les 3 départs que j'avais, j'en ai laissé 1 sur les 3. Après avoir nettoyé et éclairci ma plante, je me penche et je regarde à l'intérieur. Je vois qu'il y a plein de petits départs neufs. Je vais en profiter pour régénérer la plante par partie et avoir des étages successifs de végétation. Je prends ma scie pliante pour pouvoir à la fois faire une coupe bien franche et bien nette et accéder entre les branches. Et voilà, et maintenant on a un arbuste qui est léger, équilibré et qui a plein de possibilités de régénération. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle taille en détail. Le printemps, ce n'est pas que le moment de respirer le parfum des fleurs comme celle de ce superbe oranger du Mexique, le Choisy alternata. C'est aussi le moment de préparer l'été avec toutes les plantes annuelles notamment que l'on va pouvoir mettre dans des potées. Donc je vous propose de découvrir notamment cette nouvelle variété de pétunia tout à fait étonnante, à condition de bien les planter dans un terreau suffisamment riche et de qualité. C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant dans la rubrique Conseil du jardinier. Allez, on y va. C'est au printemps que l'on prépare l'été et notamment toutes les plantations de fleurs annuelles qui vont exploser de couleurs pendant toute la belle période. Et je voudrais aujourd'hui vous préparer un ensemble de pétunias avec une variété tout à fait originale et un terreau de toute première qualité. Alors, regardez cette merveille. Ça s'appelle un pétunia, bien sûr, mais la variété, c'est Night Sky, le ciel de nuit. C'est une couleur totalement inédite, jamais on n'a vu ça. Cette plante a été tellement séduisante pour les professionnels que l'association Fleurs Select lui a donné une médaille d'or et on voit dans l'Europe entière les jardiniers tomber fous amoureux de ce pétunia. On va marier donc ces deux Night Sky avec un autre pétunia de génération assez récente, pétunia de couleur assez délicate, assez discrète et je vous invite tout de suite à passer au boulot. Deux choses primordiales pour réussir une belle potée estivale. D'abord, un contenant, un pot, une jardinière de gros volume. Plus le volume est important, moins vous aurez à arroser et plus la plante va disposer d'un volume de terre suffisant pour développer ses racines et surtout, pour avoir suffisamment à manger, il faut aussi un excellent terreau. J'ai choisi ici, ça s'appelle Premier, c'est une marque nouvelle, c'est une marque expert, une marque qui est utilisée par les professionnels. À l'intérieur de ce terreau, un mélange de tourbe blonde, de tourbe brune et de fibres de coco, ainsi que des mycorhizes. Alors, on va découvrir ce produit. Je vais ouvrir et on va remplir tout simplement notre belle vasque. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir un terreau qui soit assez fibreux, donc on a les fibres de coco et la tourbe blonde, mais qui retiennent bien l'humidité. Ça va être le travail de la tourbe noire. Et on a donc un produit qui est souple, facile à travailler et qui va surtout éviter de se dessécher trop rapidement. Donc maintenant, on va disposer les plantes en place. Mais avant, je vais vous montrer une petite astuce assez sympathique. Arrivé à environ 15-18 cm du bord du pot, je vais mettre un lit de bulbes de Gladiolus calianthus. Et oui, ça a un nom un peu compliqué, on l'appelle aussi Acidanthera. C'est une très très belle plante bulbeuse originaire d'Afrique du Sud qui va fleurir aussi en été, mais qui va prendre beaucoup de hauteur alors que nos pétunias seront plutôt plus bas. Donc ça va faire un ensemble vraiment très sympa. Alors, on dispose tout bêtement les bulbes à plat sur notre terreau. Donc on met les bulbes en place, la partie supérieure vers le haut,
Et l'avantage de ce terreau très fibreux, c'est qu'il va être drainant et ne pas risquer d'avoir des problèmes avec nos bulbes. Et ça, c'est très important. On va les recouvrir d'une fine couche de terreau et par-dessus, on mettra les pétunias. Les pétunias Night Sky, difficile à prononcer, étant à port étalé, on voit bien, je vais les mettre devant, de manière à ce qu'ils puissent retomber et bien recouvrir, tandis que celui-ci que j'ai choisi volontairement érigé, donc dressé, va se trouver en arrière-plan, de manière à créer un effet de relief. Maintenant, il n'y a plus qu'à planter. Bien qu'étant d'origine étrangère, Night Sky est produit en France. Regardez, on a un petit label qui s'appelle Fleur de France, qui a été officialisé par le ministère de l'Agriculture et qui vous garantit une production française. Tant qu'à faire, achetons des plantes bien de chez nous. Attention, les tiges sont vraiment très très fragiles sur les pétunias, donc rebelote. Voilà. Et puis on va le mettre en place. Alors attention, il faut bien soulever les tiges de l'autre pour pas qu'elles s'abîment. C'est très très fragile le pétunia. Bon, ça pousse beaucoup, mais quand même, tant qu'à faire, pas trop l'abîmer. Et maintenant, vous voyez, il y a toujours des fleurs qui s'abîment. Maintenant, celui-ci, donc on va le dépoter. Pareil, il n'y a pas du tout de chignon, donc on va le mettre en place. Voilà, ici, donc il est un peu bas, on va rajouter du terreau. Et maintenant, on va combler. Et pour cela, je vais utiliser un petit bâtonnet pour que le terreau pénètre bien tout autour de la plante et on tassera sérieusement. Alors là, j'utilise un bâton pour pouvoir faire pénétrer le terreau entre le pot et la motte. C'est très très important. Donc dernier petit fignolage avant l'arrosage qui est une opération absolument capitale. Le pétunia a besoin de beaucoup d'eau. Il ne faut pas le mettre en plein soleil, c'est une plante de mi-ombre que vous allez laisser donc dans une lumière tamisée et maintenir en permanence le substrat légèrement humide. Et comme le terreau que nous avons utilisé renferme un engrais de très bonne qualité, il n'y aura plus besoin de fertiliser pendant toute la saison. Une pelouse, ce n'est pas de l'herbe ordinaire, c'est une culture assez subtile, il faut le dire. Et si l'on veut avoir un très beau gazon comme celui-ci, bien vert, bien dense, eh bien, il faut le nourrir, il faut l'entretenir. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. C'est la rubrique pelouse et gazon, et c'est maintenant. Le secret pour avoir un beau gazon, c'est d'abord une tonte régulière, assez courte, de manière à ce que les graminées puissent taler, comme on dit, c'est-à-dire s'écarter, grossir en largeur. On tond à peu près ici une fois par semaine, mais assez court. Bien entendu, il y a aussi l'arrosage. Il faut que le gazon bénéficie d'une humidité importante, notamment pour qu'il reste bien vert. Mais pour obtenir un résultat optimal, il faut bien entendu nourrir ce gazon, le fertiliser avec des engrais spécifiques. Et c'est ce que je vous propose de voir maintenant en détail. La fertilisation du gazon s'effectue pendant la période de croissance active, c'est-à-dire d'abord au printemps et jusqu'à la fin de l'été, en évitant toutefois les périodes de canicule et de grande sécheresse. On va donc profiter de cette période printanière pour déjà fertiliser le gazon avec des engrais différents en fonction des besoins et je vous propose de les voir en détail. Les spécialistes du gazon vous proposent des engrais bien particuliers, dosés avec les 3 éléments de base NPK, donc azote, attention, pas trop d'azote. Il y a certains engrais gazon qui sont trop dosés en azote et surtout qui ne sont pas des azotes organiques. L'azote organique va apporter une nourriture régulière, lente et progressive qui va éviter une croissance excessive du gazon. Autre chose, bien sûr, très importante, le phosphore, la lettre P. Ce phosphore va travailler au niveau des racines, permettre un enracinement plus profond, plus solide, donc une meilleure résistance du gazon. Et surtout, on a un dosage important en potassium, le potassium qui solidifie les cellules, qui les rend plus résistantes à la fois aux maladies et bien sûr, surtout,
à la sécheresse. Enfin, ce type d'engrais est riche également en magnésie qui va permettre un reverdissement naturel du gazon. Ce produit dose 8,420 en NPK, ce qui fait qu'il y a 20% de potassium. Ce potassium qui va donc renforcer la résistance, comme je disais tout à l'heure, réduit aussi la vitesse de croissance parce que la plante devient de plus en plus costaud, mais elle pousse lentement, justement pour devenir costaud. Ça, c'est donc très intéressant. On va l'appliquer lorsque la température dépasse les 10 degrés. Ça, c'est très très important, à la dose tout simplement de 40 à 50 grammes au mètre carré, c'est-à-dire une poignée et demie par mètre carré. Allez, on va l'appliquer tout de suite. Donc, outre sa particularité d'être organo-minéral, cet engrais est présenté dans une formulation tout à fait particulière qu'on appelle les mini-grands, qui donne une couverture du sol 60% plus homogène qu'un engrais en granulé normal parce que c'est très très fin et donc du coup le geste auguste du semeur et vous avez cette répartition de l'engrais qui va vraiment fertiliser l'ensemble de votre pelouse. Dans un concept très contemporain et beaucoup plus écologique de la pelouse prairie où on laisse la végétation sauvage et quelques fleurettes se développer, et où l'on tond de manière beaucoup moins régulière, eh bien, il va falloir quand même fertiliser parce que pour obtenir cette opulence de végétation, il faut nourrir, tout simplement. Si l'engrais que je vous ai présenté précédemment avait un effet anti-mousse relativement intéressant au niveau de la régulation du fait de sa forte teneur en potassium, eh bien celui-ci est plus équilibré. Il dose pour l'azote 9%, pour l'acide phosphorique 3% et pour la potasse 6%, ce qui fait que nous avons encore un engrais organo-minéral, donc dont la partie organique va permettre d'apporter des micro-organismes très régulateurs pour le sol et tout à fait valable pour cette végétation, et qui va aussi et surtout durer au niveau de son action pendant 75 à 100 jours. Donc on a besoin de 2 applications par an uniquement, donc on est tranquille une fois qu'on aura répandu ce produit. L'arbuste que vous voyez à côté de moi est un corette du Japon, Keria japonica pour les botanistes. C'est un arbuste de début de printemps. Et au début du printemps, c'est le démarrage de la végétation. Et pour le gazon, on va utiliser plutôt ce type d'engrais, donc type gazon start, ça veut bien dire ce que ça veut dire, avec 12% d'azote, 3% d'acide phosphorique et 3% de potasse, qui va donc donner un coup de fouet au démarrage. Qu'il s'agisse d'un gazon anglais absolument impeccable ou comme ici, d'une pelouse beaucoup plus naturelle avec ses petites pâquerettes et tout à fait jolie, eh bien la pelouse sert d'écrin à vos massifs, met en valeur vos plantations et pour qu'elles soient belles toute l'année, bien entendu, il faut l'entretenir et nous reviendrons très régulièrement pour de nouveaux conseils sur la pelouse. Alors à très bientôt. Avec toutes les pièces d'eau qui ponctuent les jardins de la Souloire, il est normal d'accueillir des plantes assez exceptionnelles, comme ici cette brésilienne que l'on appelle le Gunera, et qui est la plante coup de cœur de ce mois-ci de Pierre-Adrien Lagneau. Alors nous allons le rejoindre tout de suite dans son jardin pour sa rubrique plante coup de cœur. Gunner du Brésil ou rhubarbe géante, le Gunera manicata est une plante spectaculaire. C'est une plante d'origine tropicale, d'Amérique du Sud. Sa croissance est très rapide, sa taille peut doubler dans l'année. En effet, ses grosses feuilles arrondies et dentelées peuvent atteindre 1,50 m de diamètre. Et la plante, une fois adulte, mesurera entre 2 et 3 mètres de large sur autant de haut. C'est une plante qui fleurit aussi. Elle va fleurir du mois de juin jusqu'au mois d'octobre. Des fleurs énormes en épis qui font à peu près 1 mètre de haut, d'un coloris rouge-vert et qui se couvrent en fin d'été de tout petits fruits orange. C'est une plante qui a besoin de beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'ici, on va la planter. C'est son emplacement favori, près d'une mare. La période idéale pour la planter, c'est bien sûr le printemps, dans une terre bien réchauffée déjà. Les tiges sont assez épineuses, donc il faut la manier avec précaution. Et comme pour toutes les plantations, bien sûr, on va arroser abondamment et surtout la première année. Son entretien est très facile. Du moment qu'elle a suffisamment d'eau, elle sera superbe. Un apport de compost au printemps est bienvenu aussi, puisqu'elle a une terre riche en humus. Et puis pensez l'été, surtout si elle est en plein soleil, à doucher régulièrement le feuillage. Elle va apprécier cette humidité ambiante.
À l'automne, on coupe le feuillage et on paille le pied avec. La souche, le rhizome, lui, va tenir au moins jusqu'à -10 et même plus si on le paille correctement. Par contre, dès la fin de l'hiver, vous enlevez bien ce paillage pour ne pas faire pourrir le rhizome. Alors au vu de sa grande taille, bien sûr, on l'utilise surtout en isolé ou en groupe de 3, 4, 5 pieds si on veut pour faire un énorme massif. Et puis bien sûr en pot, c'est possible, à condition de choisir un bon gros pot et de surtout toujours maintenir le terreau humide. Elle durera comme ça quelques années et vous aurez un décor superbe sur votre terrasse. Et oui, les meilleures choses ont toujours une fin et cette émission qui a été tournée dans ce cadre absolument sublime du Moulin de la Souloire s'achève. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à la regarder, au moins autant que nous de vous la proposer. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission Découverte Jardin. C'est sur News Jardin TV, bien sûr.